À la une de l'actualité ce jeudi 18 juillet 2013, la clôture du 43e sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja. Les dirigeants ouest-africains disent n'avoir aucun doute sur la tenue du premier tour de la présidentielle au Mali à la date fixée. Et ils croient en un scrutin juste, libre et transparent le 28 juillet, malgré les difficultés. Cette élection se tiendra sur l'ensemble du territoire malien, y compris à Kidal. La liste électorale de cette localité reflète la réalité du terrain. Ces propos sont du patron de la délégation générale aux élections, l'une des trois structures à charge des élections au Mali. Notre envoyé spécial à Bamako l'a rencontré. Et puis la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale ivoirienne recevait hier le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA. Dans la ligne de mire de cet échange à l'hémicycle, la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Nous sommes aujourd'hui jeudi et vous aurez votre dossier dans cette édition. Ce soir, on s'intéresse aux inventeurs ivoiriens. On fera incursion dans le monde de ses créateurs. Auteur d'œuvres made in Côte d'Ivoire. À ne pas manquer le dossier de ce jeudi, ce sera dans une quinzaine de minutes. Mais avant, parlons de la clôture aujourd'hui du 43e sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja. Les dirigeants ouest-africains disent n'avoir aucun doute sur la tenue du premier tour de la présidentielle au Mali à la date fixée. Ils croient en un scrutin juste, libre et transparent le 28 juillet prochain, malgré les difficultés. La rencontre a été dirigée par le président Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Le reportage de notre envoyé spécial à Abuja, Jérôme Kofi Abola. 2 jours de travaux de la CEDEAO en sa 43e session ordinaire le 17 et 18 juillet 2013 dans la capitale nigériane. Travaux à l'issue desquels plusieurs résolutions ont été adoptées, entre autres le programme d'intégration basé sur la paix et la sécurité dans la sous-région. Il s'agit en fait de conjuguer les efforts en vue du développement socio-économique dans un environnement de démocratie et de bonne gouvernance, cela dans la perspective de la création d'un marché commun en Afrique de l'Ouest. La conférence, se félicitant de cette perspective, a salué les initiatives prises pour permettre, le cas échéant, des élections apaisées et acceptées par tous au Mali et en Guinée-Bissau, ces deux pays sous régime de transition après les crises qu'ils ont connues. Au regard donc de ces exemples, en termes de résolution, on ne peut pas dire que la rencontre d'Abuja n'aura pas tenu ses promesses. Notre union se porte mieux. Cependant, nous sommes arrivés à un moment où les décisions qui requièrent son renforcement et sa solidité vont tester notre foi en la solidarité. Je suis heureux de constater que les discussions sur le tarif extérieur commun, la conclusion de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne sont bien engagées. Leur conclusion va démontrer notre sens du compromis et notre volonté de consolider notre organisation dans l'intérêt de nos concitoyens ouest-africains. Il s'agit de questions difficiles, j'en conviens. Elles exigent une très forte implication de la part des chefs d'État eux-mêmes, parce que la solidarité communautaire implique des sacrifices au niveau des gouvernements, mais des gains pour notre communauté et nos populations. Il s'agit pour chacun de nos pays de donner un peu aujourd'hui pour recevoir beaucoup plus demain. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, avant de déclarer clos les travaux, a félicité et encouragé tous ceux, notamment ses pairs, qui ont contribué à la réussite de ce sommet. Le chef de l'État ivoirien qui lui-même a reçu un hommage appuyé de la part de la conférence pour ses actions de paix et sécurité, pour ses actions pour l'intégration régionale, d'ailleurs objet d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu conformément à la décision de la 43e session ordinaire en octobre 2013 à Dakar, au Sénégal. Quant à la 44e session ordinaire, elle va se tenir à Yamoussoukro à la date qui sera fixée. Et voilà une sortie qui vient conforter l'optimisme des chefs d'État ouest-africains quant à la tenue des élections au Mali.
L'élection présidentielle se tiendra sur l'ensemble du territoire malien, y compris à Kidal. La liste électorale de cette localité reflète la réalité du terrain. Ce sont les propos du patron de la délégation générale aux élections, l'une des 3 structures à charge des élections au Mali. Notre équipe de reportage au Mali a rencontré cet après-midi le général Siaka Sangaré pour comprendre la situation de Kidal, au lendemain de la démission, souvenez-vous, du candidat Thiébile Dramé, qui estime que l'élaboration du fichier électoral dans cette région du Nord a été bâclée. Des allégations balayées du revers de la main par le délégué général aux élections. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Bamako, Sylvie Touré. Délégation générale aux élections. Passé l'étape de l'élaboration des listes électorales, la structure s'attelle à l'impression des documents électoraux en vue de leur acheminement vers les localités. Ici, la liste électorale de Kidal. Le maître des lieux, le général Siaka Sangaré, soutient qu'elle a été élaborée après le 25 juin, donc hors délai, mais à raison. Le ministre de l'administration territoriale, comme la loi l'indique, a pris une décision pour effectivement ouvrir ces opérations d'établissement des listes électorales sur l'ensemble du territoire national. Et en ce moment, la région de Kidal n'était pas encore libérée, il faut le reconnaître. Tout au moins, l'administration n'était pas encore à Kidal. Mais comme la loi le prévoit aussi, le ministre a pris une décision et à titre exceptionnel pour ouvrir les mêmes opérations effectivement à Kidal. L'établissement de la liste électorale de Kidal s'est fait il y a donc 2 semaines. 35 095 électeurs y sont inscrits, un peu moins des 35 395 révélés par le fichier du recensement administratif à vocation d'état civil de 2009, base du fichier électoral. Un chiffre conforme à la réalité de Kidal, selon le délégué général aux élections, puisque la population y est estimée à environ 68 000. Le nombre d'électeurs a toujours été dans les mêmes proportions, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est trop peu. Mieux, il faut reconnaître, il faut préciser surtout que en fait, l'enrôlement a eu lieu au moment où il n'y avait pas de problème. C'est entre 2009 et 2010 qu'il y a eu l'enrôlement. Donc, c'est pour dire que rien n'empêchait les habitants, les citoyens de se faire enrôler. Donc, le chiffre de 35 395 dont j'ai parlé tantôt reflète la réalité en fait de Kidal. Seul bémol à en croire le général Siaka Sangaré, les Maliens de l'étranger. Seulement 255 000 sont inscrits sur le fichier contre 750 000 pour le scrutin précédent. Une situation qui n'empêchera pas la tenue de l'élection. Elle aura bel et bien lieu le 28 juillet sur l'ensemble du territoire malien, y compris à Kidal. Je vous le disais en titre, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale ivoirienne recevait hier le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, dans la ligne de mire de cet échange à l'hémicycle à la libéralisation de l'espace audiovisuel ivoirien, Broléon. Que gagnent l'État et les populations en cas de création à côté des chaînes de la télévision publique RTI, d'autres chaînes de télévision. À l'hémicycle pour répondre à cette question, le président de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a expliqué aux députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles que la libéralisation est avant tout une exigence démocratique. Pour Ibrahim Sissavané, la pluralité des chaînes de télévision permet de prendre en compte l'ensemble des besoins d'information du pays. Elle stimule également la création d'emplois et la croissance économique. Mais à cette autre question de savoir la date de la libéralisation, le président de la ACA indique qu'elle pourrait intervenir à la fin du processus de transition de la Côte d'Ivoire de l'analogique à la télévision numérique. Ce processus dépend d'un comité national créé sous l'égide du ministère de la Communication. Désormais, la libéralisation audiovisuelle est subordonnée à l'évolution de cette opération de grande ampleur. Nous espérons que la Côte d'Ivoire saura se donner les atouts nécessaires, tant au plan humain que financier, pour rattraper son retard et respecter le rendez-vous du 17 juin 2015 qui consacre l'extinction du signal analogique. Autre sujet abordé, les activités de certaines chaînes de télévision dans cet espace télévisuel national non encore ouvert. Le président de la ACA a avoué l'illégalité de ces médias et martelé la détermination de sa structure
à assainir le secteur de l'audiovisuel face aux télévisions pirates. Concurrence et efficacité obligent. Les chefs d'entreprise ont besoin de partenaires appropriés pour développer leurs activités. Pour leur faciliter cette tâche, la Chambre de commerce et d'industrie initie Africa Europa, un rendez-vous d'affaires pour flairer les opportunités et potentiels marchés entre l'Afrique et l'Europe. Gabriel Zani. Méfiance pour certains et concurrence pour d'autres. Aujourd'hui, trouver des partenaires d'affaires africains et européens n'est pas une chose facile. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en organisant Africa Europa à Abidjan en novembre prochain, veut donner aux chefs d'entreprise africains et européens les chances de trouver des partenaires appropriés. Au sortir de ce forum, avoir un partenariat fiable, une entreprise dotée déjà d'une grande expérience et d'un matériel de 3e génération dont je pourrais profiter pleinement de l'expérience. Ma motivation était d'élargir notre champ de fournisseurs, notamment pour des matériaux entrant dans le cadre de la production d'eau potable. Les attentes sont nombreuses, les retombées aussi. La Côte d'Ivoire gagne parce qu'il y a des transactions qui vont se faire. Et non seulement une transaction qui est importante permet de créer de nouveaux emplois, développer notre tissu fiscal. Les entreprises ivoiriennes ont des partenaires intéressants dans la sous-région. Ça développe les relations sud-sud, ça développe les relations nord-sud. À la conférence de presse de ce mercredi à la Chambre de commerce et d'industrie, selon les organisateurs, Africa Europa constitue une occasion de rencontre multisectorielle ouverte aux entreprises en activité depuis plus de 3 années et qui sont prêtes à s'engager dans la réalisation d'un projet pour développer leurs activités. Plus de 200 entreprises ivoiriennes, africaines et plus de 100 entreprises européennes sont attendues à ce forum. Ils sont invités à se présenter depuis hier dans les différentes structures de l'enseignement supérieur. Les nouveaux bacheliers doivent effectuer leur préinscription dans les universités publiques ou privées et grandes écoles. Ils sont des milliers à frapper aux portes de l'enseignement supérieur après l'obtention de leur premier diplôme universitaire, le bac. Rappelons que le baccalauréat 2013 a connu un taux de réussite de 33,58%. Hugues Veblé. Comme l'année dernière, les nouveaux bacheliers sont invités à effectuer en ligne leur préinscription dans les universités publiques et grandes écoles privées. La préinscription phase numéro 1 effectuée au cours de l'année scolaire a permis déjà d'identifier les vœux de formation de ceux qui n'étaient encore que des candidats au baccalauréat. 102 076 ont alors opté pour les grandes écoles et 81 240 pour les universités. Concernés par la phase numéro 2 des préinscriptions, les nouveaux bacheliers. Les sites de la DORES, que je rappelle, www.doresci.net et www.dores.edu.ci. Pour la confirmation ou la modification des choix de filière du mercredi 17 jusqu'au jeudi 22 août 2013. Le coût de la préinscription phase numéro 2 est fixé à 10 000 francs. Le paiement de ces opérations se fait en mode électronique à travers les solutions monnaie des opérateurs de téléphonie mobile. 5 124 candidats sur 215 382 ayant passé avec succès le bac frappent aux portes des universités publiques, des grandes écoles privées et de l'INPHB. Je rappelle que les épreuves écrites du BTS, le brevet des techniciens supérieurs, débutent le 22 juillet prochain et les résultats sont attendus pour le 30 août prochain. En agriculture, 3 experts français du domaine de l'apiculture effectuent depuis samedi dernier une tournée à l'intérieur du pays. Une visite qui vise à faire une prospection pour étudier la faisabilité d'un projet pilote dans 3 villes ivoiriennes, Boisflé, Djebonois et Ferkessédougou. L'escale de Djebonois s'est faite hier. Charles Tatou. L'apiculture, une activité extrêmement importante mais encore peu pratiquée en Côte d'Ivoire. La production nationale est estimée à 10 tonnes de miel par an. Les acteurs ivoiriens de cette filière sont encore dans l'informel. Et pourtant, depuis plus d'une décennie, environ 2 à 3 000 Ivoiriens, dont quelques jeunes de Djebonois, région de Boaké, ont été initiés aux techniques de l'apiculture grâce à l'appui du PNUD et des autres partenaires du pays. Déjà en 2005, lancer l'apiculture
nous avons initié la population à cette activité. Nous avons à cet effet distribué environ 60 ruches à des jeunes pour leur permettre de prendre contact avec le métier d'apiculture. Au niveau des premiers résultats, nous avons vraiment des paysans qui produisent vraiment du miel de très bonne qualité. Et au niveau du commerce, lorsque on se présente, qu'on leur donne le produit, en tout cas ils sont intéressés, ils demandent des quantités énormes, alors que nous ne sommes pas en mesure de fournir ces quantités-là. La présente mission des experts français de la filière redonne espoir avec leur projet pilote. Les travaux de prospection les conduisent en tournée dans les 3 localités qui l'abriteront, à savoir Boisflé, Diebonois et Ferkezédougou. Une association française qui s'appelle Apifleur d'Ève, spécialisée dans la coopération internationale dans le domaine de l'apiculture. Si les projets fonctionnent, chargé du suivi en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis la recherche de financement jusqu'à la finalité du projet où les apiculteurs seront à la fois autonomes et généreront des revenus par rapport à l'apiculture. Les autorités municipales de Diebonois se réjouissent de ce projet, venant prendre en compte une partie de leurs préoccupations. Après la ville de Diebonois, la délégation française se rend à Ferkezédougou. Dans la capitale économique ivoirienne, vous êtes nombreux, vous, usagers de la route, à être soumis au contrôle radar. La présence de ces appareils détecteurs exige une vitesse maximum de 60 km/h en agglomération. Une visite pas toujours respectée et puis, certains automobilistes refusent de se soumettre à la sanction imposée par la loi en cas d'excès de vitesse. Dans l'univers du contrôle radar, c'est un reportage de Doigt des Lasers. Les ponts et les endroits de cache sont les lieux indiqués pour positionner le radar qui intercepte les véhicules roulant à plus de 60 km, vitesse autorisée en agglomération. Pour le chef du service intervention à l'Office de sécurité routière, Ousmane Maïga, le radar est une nécessité pour la survie des usagers. L'opérateur qui est de l'autre côté signale aux policiers ou aux gendarmes la marque du véhicule, la vitesse du véhicule et la couleur du véhicule. On ne vient pas juste pour embêter les gens. Le radar permet de lutter contre la gravité des accidents. Et pourtant, les usagers, eux, ne sont jamais satisfaits de leur interpellation. C'est lui-même qui était devant moi là. Mais ils n'ont pas arrêté. Pourquoi c'est moi ils arrêtent? Quelqu'un se cache dans le trou là-bas et dit ouais c'est radar. Mais quel radar? Il n'y a pas photo, il n'y a rien. Pour moi, à 60 sur 80 déjà c'est minimum. Là on vient de me prendre 2000 francs parce que j'ai fait 76. Mais l'essentiel est que vraiment, il y ait des panneaux de signalisation pour que ceux qui viennent de l'intérieur sachent que vraiment ils ne sont pas en autoroute et qu'ils sont en agglomération. Pour lever les équivoques, une station de lecture des photos de véhicules flashés par le radar est mise sur pied dans les locaux de l'Office de sécurité routière. Un moyen pour répondre à toute contestation. Vous voyez que l'immatriculation du véhicule apparaît clairement. On peut également voir le type de véhicule. C'est donc un taxi et la marque c'est un véhicule Nixon. Donc il n'y a pas de confusion possible. La vitesse occupe le 4e rang quand on considère le nombre d'accidents enregistrés. Mais lorsqu'on considère le nombre de tués, eh bien, la vitesse occupe le 1er rang des facteurs. Vous voyez que le caractère aggravant ici est vérifié. La vitesse en agglomération est fixée à 60 km/h avec une marge de tolérance de 10 km/h et 90 km/h en rase campagne. Une fois dépassée cette limitation de vitesse, les usagers sont soumis à un paiement d'une contravention de 2000 francs CFA. Dans un autre registre, le manuel de gestion de l'Observatoire sur la violence armée en Côte d'Ivoire vient d'être validé à Grand-Bassam. La responsable de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la gestion illicite des armes légères et de petit calibre, Comnat ALPC, des représentants du Conseil national de la sécurité CNS et des membres de la section Côte d'Ivoire du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest ont échangé 3 jours durant pour s'accorder sur les définitions claires contenues dans le manuel. Elles portent sur les violences et vols, les violences liées au genre ainsi que les meurtres avec armes à feu. Il y a aussi les coups de feu non spécifiques. Les populations, elles, peuvent s'informer sur les lieux de dépôt des armes et dénoncer toute forme de violence via le numéro vert 800404.
Et puis cette autre pratique pernicieuse, le racket, il persiste malgré les efforts des pouvoirs publics ivoiriens. Récemment, une organisation internationale en a fait son chou gras. L'unité de lutte contre le racket, l'Observatoire de la fluidité des transports ont décidé de faire une dernière tournée de sensibilisation pour inviter les pratiquants du racket à stopper cette habitude qui freine la relance de l'économie nationale. La cible de l'opération, l'axe Abidjan-Mans, Noël Niagno. Le racket et la corruption, les pouvoirs publics ont décidé de s'attaquer à ces fléaux. Abidjan, la campagne de sensibilisation à court contre la corruption. Sur l'axe Abidjan-Mans, l'Observatoire de la fluidité des transports et la cellule de lutte contre le racket ont organisé ce qu'ils ont qualifié de dernière campagne de sensibilisation. Une sorte d'ultimatum, après quoi ce sera la répression. Une semaine durant, autorités administratives des villes traversées, forces républicaines de sécurité, police et gendarmerie, opérateurs du secteur des transports ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre un terme à ces fléaux. Il impacte négativement la performance de l'économie ivoirienne, puis il ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Partout, les délégations conduites par Yao Kosonou de l'Observatoire de la fluidité des transports et le lieutenant Touali de l'unité de lutte contre le racket ont dépeint le tableau du racket à l'ouest à travers le rapport de l'ONG Human Rights Watch et Rescue International avant d'inviter les uns et les autres à se ressaisir parce qu'il y va de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Les participants ont marqué leur adhésion à la volonté des pouvoirs publics d'éradiquer ce mal pernicieux. Il a été rappelé à cette occasion au retour des 30 barrages autorisés. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Cette célèbre assertion est-elle vérifiée aujourd'hui encore? Je ne saurais vous le dire. En tout cas, ce soir, on s'intéresse aux inventeurs ivoiriens. Qui sont-ils? Que font-ils? On fait une incursion dans le monde de ces créateurs. Auteur d'œuvres made in Côte d'Ivoire, c'est dans le dossier du jeudi. Il est signé Alexis Ouetraogo. Une réponse à une problématique importante en Côte d'Ivoire, celle de l'électricité. Une éolienne, normalement, on doit la mettre à une hauteur minimale au moins de 5 mètres, ou bien soit sur le toit. Mais on se rend compte que ici, nous sommes bien sur un goudron et l'éolienne se met à tourner. Elle tourne quelle que soit la vitesse du vent. On voit qu'il n'y a pas grand vent ici, nous sommes au sol, mais malgré ça, elle tourne. Une invention made in Côte d'Ivoire qui pourrait bien résoudre le problème du lourd investissement qu'obligent les éoliennes traditionnelles et leurs obligations. L'éolienne, c'est cette machine trouvée pour fournir de l'électricité en utilisant la force du vent et ainsi préserver les énergies traditionnelles. Une éolienne de ce type placée sur votre toit vous permettra d'avoir de l'électricité chez vous à la maison, de jour comme de nuit. Parce que de jour comme de nuit, il y a toujours du vent. Xavier Dibi est inventeur. Cette invention qu'il présente est le fruit de 10 mois de travaux intensifs. En Côte d'Ivoire, il n'est pas seul. Plusieurs autres inventeurs existent dans les secteurs de la technologie, de la santé et même du cosmétique. J'étais chauve, j'avais plus rien au-dessus au milieu de la tête. Comme dans mon entreprise, j'avais gagné la sympathie des hommes, même des femmes, même des hommes à cause de la beauté de mes cheveux. Et là, elle m'a donné l'adresse de Madame Fenouille, que j'ai rencontré à son cabinet. Elle a inventé, Madame Fenouille, son produit à base d'argile. C'est avec ça qu'elle a commencé à entretenir mes cheveux. Et au bout de 3 mois, les cheveux ont commencé à pousser tout doucement. Triste note toutefois de ce tableau fécond le peu d'intérêt exprimé aux inventeurs ivoiriens. Ils ne parviennent que rarement à divulguer leur invention. Et pour illustrer cette réalité, nous avons retrouvé Yapi Blaise chez lui à Port-Boué à Abidjan. Il y a moins de 2 ans pourtant, la presse l'encensait. TV5 Monde le présentait comme le prodige informatique du continent. L'invention d'un prodige de l'informatique en Côte d'Ivoire maintenant, ce jeune chercheur a mis au point un système anti-piratage unique. Il attend pourtant depuis 5 ans de pouvoir vendre son projet. Emmanuel Sodji. Ce chercheur ivoirien pourrait bien bouleverser le monde de la recherche informatique. Didi Yapi collectionne les inventions. Il a créé une dizaine de systèmes dans l'informatique de pointe. Mais c'est cet appareil qui pourrait bien faire parler de lui. Yapi Ncho Didier n'a malheureusement pas pu voir développer son œuvre. Pire, il est aujourd'hui très malade. Pourtant, dans cet état, il continue de parler avec entrain de sa passion, oubliant un instant le mal qui le ronge. Et quand revient la douleur, entre 2 pénibles inspirations, il sourit. Il rêve encore de concevoir un radioscope capable de donner des radios en pleine couleur. Il est possible
de régler le problème du rayon X. Vraiment, la médecine n'a qu'à faire un effort. Quand on va faire nos radios, on n'a qu'à montrer, comme quand tu prends un catalogue, tu vois en mode 256 couleurs, en 4 mégapixels, monochrome, ils n'ont qu'à laisser. Si ça doit m'écouter ma vie, c'est que j'ai ma vie, mes poumons sont déjà partis. Il faut que je donne ce projet à la médecine. En cas ça soit, ils vont décider. Aujourd'hui, son état nécessite une intervention aux États-Unis ou au Canada, engageant de lourds moyens. C'est un cri de cœur pour un génie qui n'a pas encore fini de donner ce qu'il a de meilleur. Comment faire pour qu'une souris, au contact de la main d'un enfant, puisse savoir que c'est un enfant, même si sa main est balèze, comme un adulte de 40 ans. Il y a des enfants qui sont gros. Tout ça rentre dans l'aspect technique, schématique de la possibilité de l'invention. Donc, j'ai préparé tout le cahier de charges. Moi-même, j'ai essayé de fabriquer le prototype design, mais je n'ai pas mis les éléments dedans. L'inventeur, c'est celui qui invente, qui a déjà trouvé. Ne faut-il pas qu'il soit, autant que le chercheur qui cherche lui encore, soutenu? Un pays qui se veut émergent doit compter sur le potentiel de tous ses fils. Le secteur de l'invention ne doit pas être en marge. Des pays comme la Chine et la Corée l'ont compris. Ils se sont appuyés sur leurs inventeurs pour se construire. Les résultats sont édifiants. Les nouveaux responsables de la MUJEFSI ont été installés hier, plus de 2 semaines après leur élection en Assemblée générale le 28 juin dernier. Il s'agit du président du conseil d'administration et les organes dirigeants de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de Côte d'Ivoire, la MUJEFSI. Soro Mamadou, le nouveau PCA de la MUJEFSI, s'est engagé à redonner à la mutuelle une image plus attrayante. Doigt des lasers. La salle de conférence de la MUJEFSI, Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, pleine à craquer. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, va procéder à l'installation du président du conseil d'administration et les membres des organes dirigeants de la MUJEFSI. Élu à l'Assemblée générale de la Mutuelle le 28 juin dernier, Soro Mamadou et son équipe vont désormais assurer leurs fonctions. Le gouvernement porte à la connaissance de l'ensemble des mutualistes et de l'opinion nationale que les organes dirigeants issus de l'Assemblée générale extraordinaire de la MUJEFSI du 28 juin 2013 prennent fonction à compter de ce jour 17 juillet 2013. Le gouvernement demande aux nouveaux membres du conseil d'administration et du comité de contrôle de garder le cap tracé par le comité de gestion en faisant de l'intérêt du mutualiste l'épicentre des préoccupations de la MUJEFSI. Une lourde tâche selon Soro Mamadou, le nouveau président du conseil d'administration de la MUJEFSI. Mais pour lui, c'est un défi à relever pour le bien-être des mutualistes. Nous nous engageons effectivement à consacrer au moins 80% des cotisations des mutualistes aux prestations et inversement donc à ne pas dépasser la limite de 18% pour les frais de fonctionnement et de gestion. De faire la promotion de la bonne gouvernance et surtout de contrôle que nous allons instituer à l'intérieur de l'institution. Le mandat du conseil d'administration va durer 4 ans, une période durant laquelle 276 000 mutualistes cotisants devront bénéficier des prestations et soins médicaux appropriés. À l'étranger, l'Afrique du Sud a fêté aujourd'hui 18 juillet le Mandela Day à l'occasion des 95 ans de son ancien président, Nelson Mandela, hospitalisé depuis 6 semaines à Pretoria. Cette célébration intervient au moment où les dernières nouvelles de Madiba se veulent rassurantes. Après avoir présidé le 43e sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja, le président Alassane Ouattara s'est rendu au Togo en cette fin d'après-midi. Il est allé plaider pour des élections législatives apaisées dans le pays, des élections qui auront lieu le 25 juillet prochain. Le reportage de Viviane Haïm. En provenance d'Abuja, au Nigeria, où il a présidé en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, la 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est arrivé ce jeudi
En fin d'après-midi à Lomé au Togo, où il a été accueilli à l'aéroport international Gnassingbé Yadema par son homologue togolais, le président Faure Essozimna Gnassingbé. L'objectif de ce voyage sera de concilier pouvoir et opposition afin de créer un climat apaisé autour des élections législatives fixées pour le 25 juillet prochain au Togo. La sobriété qui a entouré l'arrivée du chef de l'État ivoirien à Lomé traduit bien le caractère particulier de cette visite. Le président de la République Alassane Ouattara a eu dès l'aéroport un long entretien avec le président togolais. Je suis là à l'invitation de mon frère, le président Faure, et nous sommes venus voir comment les choses se passent et je suis heureux de constater que le processus se déroule bien. Et le président Jonathan Goodluck qui arrivera d'ailleurs demain pour qu'ensemble nous puissions voir le président, voir la classe politique et surtout continuer de les encourager et de leur dire que les élections doivent être menées de manière pacifique et que les résultats doivent être acceptés par tous. Nous l'avons dit ce matin donc à Abuja concernant le Mali et la Guinée donc Bissau. Et je suis confiant, connaissant le peuple togolais, que ce scrutin va se dérouler dans de bonnes conditions. Au cours de la soirée de ce jeudi et au cours de la matinée de vendredi et jusqu'à son départ, le chef de l'État ivoirien aura plusieurs entretiens privés avec la classe politique togolaise. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Marie-Laure Ngoran demain à 20h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur nos antennes. Bonsoir.